Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce forum régional de l'eau organisé et proposé par la région Sud. N'hésitez pas à prendre place. Nous allons commencer. Vous le savez peut-être, ce forum ouvre le salon professionnel Cyclo Provence-Alpes-Méditerranée qui se déroule sur 2 jours juste en dessous, à l'étage en dessous. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette 3e édition du forum. Nous allons échanger tout au long de la matinée sur les problématiques locales autour de l'eau. Nous allons tout d'abord entendre des acteurs institutionnels, des instances qui œuvrent pour la protection de la ressource en eau sur le territoire. Puis nous échangerons lors de 2 conférences. Je vous détaillerai tout cela tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de donner la parole à Jean-Claude Lasserre, président de l'association Cyclo, pour un mot d'accueil et d'introduction. Merci Pauline. Bonjour à tous. Merci d'être présents et nous sommes heureux au niveau de l'association Cyclo d'accueillir ce forum régional de l'eau au sein de Cyclo. Je voulais remercier le président Muselier et toutes ses équipes qui ont travaillé depuis 5-6 mois sur cet événement. Nous sommes contents d'y être arrivés. Nous avions fait un premier jet il y a 2 ans qui avait lancé un petit peu tout ça. Maintenant, le 2e, qui s'annonce encore plus précis et passionnant. Donc, merci à tous, en sachant qu'à l'issue de celui-ci, vous serez cordialement invités également à descendre pour aller voir tous ceux qui nous font l'honneur d'être présents, les partenaires institutionnels autres que la région et également tous les exposants. Donc, merci. Très bonne conférence et passez une très belle matinée. Et n'oubliez pas d'éteindre les portables. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. On vous retrouve dans les allées du Salon Cyclo, bien entendu, tout au long de ces 2 jours. Nous allons maintenant donner la parole à Bénédicte Martin, qui est vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de l'agriculture, de la viticulture, de la ruralité et du terroir, pour un mot d'introduction. Alors, Bénédicte Martin est en visioconférence avec nous, donc si elle nous entend et nous reçoit, tout à fait. On vous laisse la parole, Madame Martin, c'est à vous. Bonjour, merci à toutes et à tous. Je veux d'abord vous prier de m'excuser pour mon absence, qui est liée à un épisode Covid. Donc, néanmoins, je ne suis pas au fond du lit et je suis tout à fait en mesure d'intervenir ce matin. Donc, je voudrais remercier Monsieur Lasserre pour ce salon cyclo dans lequel la région a pu organiser son 3e forum régional de l'eau. Saluer également Madame la directrice territoriale de l'Agence de l'eau, chère Annie Nièvre, Madame la directrice adjointe de l'Adréal, chère Marie-France de Bazerque, et vous dire combien je suis honorée de représenter le président Renaud Muselier à l'occasion de ce forum régional de l'eau organisé par la région Sud, dont je salue l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour être à ce rendez-vous de qualité. Tout au long de l'année 2023, le président Muselier a confirmé l'intérêt fort porté par la région sur la thématique de l'eau, qui, rappelons-le, a été la région d'annonce du plan national eau par le président de la République lui-même le 30 mars dernier à Savines-le-Lac. Nous savons depuis fort longtemps que notre territoire est exposé à des épisodes climatiques extrêmes et nous connaissons tous le lien étroit qui existe entre le réchauffement climatique et l'accroissement de ces épisodes. L'actualité l'a bien montré, il est de notre responsabilité collective de prévenir et d'atténuer ces risques, qu'il s'agisse de sécheresse ou d'inondation. Les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont au cœur de l'engagement de la région depuis déjà plusieurs années et cette mobilisation a été renforcée par la région suite à l'épisode de sécheresse exceptionnelle que nous avons connu en 2022. Le 24 mars 2023, en assemblée plénière, les élus régionaux ont voté le plan d'action pour l'eau, plan Dior Bleu, qui comporte, outre les budgets habituels conséquents que nous dédions à cette thématique, 10 millions supplémentaires débloqués pour faire de la région Sud une collectivité exemplaire en matière de sobriété, que ce soit pour un usage industriel, domestique, agricole, les ressources en eau deviennent l'or bleu de demain. Alors, notre plan régional est décliné en 6 axes. Tout d'abord, celui relatif
à la gouvernance de l'eau que la région met en œuvre dans le cadre de sa mission d'animation et de concertation dans le cadre de la gestion et de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette mission, rappelons-le, nous a été confiée en 2018 par décret ministériel. Pour cela, nous nous appuyons sur le Parlement régional de l'eau, l'Agora, constitué de 115 membres et de 3 collèges. Et le forum qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette mission d'animation. L'axe 2, auquel je suis particulièrement attachée, concerne la modernisation des réseaux d'irrigation et les économies d'eau en agriculture. La région a signé un accord cadre avec la Chambre régionale d'agriculture qui permet d'accompagner la mise en œuvre des préconisations du plan Pro-Hydra 2028 que nous avons co-construit avec le monde agricole, l'Agence de l'eau, les services de l'État et les départements, il y a de cela maintenant 5 ans. Cet accord cadre avec la Chambre régionale d'agriculture va être reconduit naturellement pour la période 2024 et 2026 et va pouvoir s'appuyer sur les fonds régionaux et les fonds FEADER pour lesquels nous avons fait un fléchage volontariste en matière d'hydraulique agricole. L'axe 3 s'appuie sur la réalisation d'économies d'eau sur le patrimoine bâti régional, au-delà d'investissements dans des dispositifs hydroéconomes mis en place dans nos bâtiments régionaux et nos lycées qui sont au nombre de 181. Un travail avec le Parlement régional de la jeunesse sera également mis en œuvre tout au long de l'année scolaire pour accompagner la mise en œuvre de ces équipements par des changements de comportement, qu'il s'agisse des lycéens ou de nos propres agents, pour aller vers une sobriété de leurs usages. L'axe 4 s'attache à promouvoir la sobriété pour tous les usages de l'eau et dans tous les secteurs professionnels. D'ailleurs, la première séquence du forum approfondira cet axe à travers le secteur touristique. Notre région accueille chaque année 30 millions de nuits touristiques, c'est 13% de notre PIB régional. Et il est important de concilier le développement et la dynamique de ce secteur avec une préservation des ressources naturelles, dont naturellement la ressource en eau. Nous avons travaillé cela avec le comité régional du tourisme et nous vous le présenterons tout à l'heure. L'axe 5 relatif à l'innovation dans le cadre de la REUT, la deuxième séquence évidemment du forum permettra justement de faire un point sur l'enjeu de la REUT en région afin de mieux préparer ensemble l'avenir et les projets qui pourraient voir le jour, nous le souhaitons ardemment. Enfin, l'axe 6 concerne une campagne de communication que nous avons lancée cet été, au moment notamment des états régionaux de l'eau. Chaque goutte compte, l'eau c'est la vie, pour encourager la sobriété auprès des habitants et des touristes. Elle vise à adopter un mode de vie sobre et durable en permanence. Je le disais, le 7 juin 2023, le président Muselier a organisé les états régionaux de l'eau à l'hôtel de région, qui faisait suite d'ailleurs aux états départementaux, et pour souligner les complémentarités entre les territoires et faire naître des dynamiques vertueuses. À cette occasion, au sujet de la REUT, 2 actions majeures ont été engagées. Tout d'abord, une étude portée à l'échelle régionale par la Société du Canal de Provence et Aix-Marseille Université, qui vise à analyser les potentialités et la faisabilité de mise en œuvre de ce procédé sur le territoire régional. La première partie relative au diagnostic vous sera présentée tout à l'heure par la Société du Canal de Provence. En parallèle, la région Veolia, Suez et la Société du Canal se sont engagés dans le cadre d'un protocole de partenariat visant à conjuguer nos efforts respectifs. Concrètement, nous voterons le 15 décembre prochain ce partenariat avec, je le redisais, Suez, Veolia et la SCP, mais également 2 dispositifs supplémentaires. L'un d'eux, et je veux vraiment insister sur ce point, c'est un effort conséquent pour la région, pour les collectivités locales et leurs groupements, notamment en milieu rural, pour l'accompagnement des travaux de résorption des fuites sur les réseaux de distribution d'eau potable en complément du financement de l'Agence de l'eau et en priorité, naturellement, sur les territoires déficitaires. Enfin, pour les particuliers, nous mettrons en œuvre une des aides pour le soutien à la mise en place de récupérateurs d'eau de pluie, un test de générateur d'eau atmosphérique pour expérimenter la production d'eau permise par cet équipement innovant. Je veux souligner que dans quelques jours ou quelques semaines, la région accompagne depuis plusieurs années les entreprises innovantes au salon de Las Vegas et nous aurons avec nous
une entreprise que nous accompagnons, spécialisée dans la distillation solaire. Enfin, pour clôturer cette année 2023, la région a organisé la 6e édition de la Méditerranée du futur au mois de septembre à Marseille, qui a permis des témoignages et des partages d'expériences qui ont rappelé que tout le monde est concerné. Ce rendez-vous est un rendez-vous mondial et de l'adaptation au changement climatique qui a permis de mobiliser les énergies face à ce dispositif, à ce défi commun de quelques côtés de la Méditerranée que l'on se trouve. J'aimerais enfin rappeler avec vous un épisode. Il y a 2 ans, ici même, lors de la 2e édition du Forum de l'eau, je tenais des propos selon lesquels les effets du changement climatique se faisaient de sentir de manière prégnante avec des situations de crise sécheresse, pouvant à l'avenir toucher des bassins versants qui n'avaient jamais connu un tel niveau. Or, en 2023, le fleuve Argence a été déclaré pour la première fois en état de crise de mai jusqu'à récemment au 15 novembre, soit davantage de temps que la moitié d'une année civile. Cet exemple illustre la diminution chronique et structurelle de la disponibilité de la ressource, notamment en raison d'un déficit hydrique sévère qui a été observé ces 2 dernières années dans le sud-est de la France. Néanmoins, notre territoire a su s'adapter par le passé en construisant les grands aménagements hydrauliques qui s'appuient sur des réserves dites stockées et qui alimentent en grande partie la population régionale. Ainsi, 65% des prélèvements réalisés en rivière à l'échelle régionale proviennent de la Durance ou du Verdon dans le cadre d'aménagements hydroélectriques gérés par EDF, et je soulignais le partenariat fort que nous avons avec EDF. Rappelez aussi qu'avec 6% des flux prélevés sur le Verdon, la SCP répond à 40% des usages régionaux, tous confondus. Toutefois, face à la récurrence des épisodes de sécheresse, ces grandes retenues pourront dans les années à venir être beaucoup plus sollicitées et le partage de ces ressources pourrait contraindre le développement des territoires qui en dépendent. Les territoires dépendant des ressources locales non sécurisées sont aussi beaucoup plus exposés et doivent attirer toute notre attention. L'urgence est donc d'agir collectivement face au changement climatique, chacun à son niveau. Il est prioritaire d'orienter nos politiques publiques vers l'anticipation et l'innovation afin d'accompagner l'adaptation des territoires et d'inventer de nouveaux modèles économiques et outils de gouvernance permettant le développement de nouvelles solidarités. À ce sujet, je voudrais rappeler l'importance des gouvernances locales de l'eau, que ce soit les clés, les comités de rivière, les PRGE, les PTGE. Ces niveaux de gouvernance locale sont essentiels et déterminants pour partager les objectifs de gestion et de protection de la ressource et des milieux. Enfin, au moment où la région est en cours d'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité, n'oublions pas l'importance de la préservation et de la restauration des milieux. Les cours d'eau et des zones humides en bon état permettent de maintenir de nombreux services écosystémiques dont nous bénéficions tous sans nous en rendre compte. Or, ces services seront indispensables pour garantir notre résilience face au changement climatique. Voilà en quelques mots l'introduction que je souhaitais faire et je vous souhaite un bon début de conférence. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci beaucoup Madame Martin. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine séquence sur le tourisme. On va maintenant appeler sur scène Annick Mièvre, directrice de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'Agence de l'eau, et Marie-Françoise Bazerque, directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la DREAL. Merci mesdames d'être avec nous pour, pareil, un mot d'introduction institutionnelle sur ce sujet. Annick Mièvre pour commencer, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Donc d'abord, je voulais excuser Nicolas Chantepie, notre directeur général adjoint qui assure l'intérim de l'Agence de l'eau depuis le 1er octobre suite au départ de Laurent Roy et qui est donc, comme vous pouvez l'imaginer, un emploi du temps très très chargé, donc n'a pas pu malheureusement être présent parmi nous aujourd'hui. Donc j'ai l'honneur de le représenter en introduction de cette journée, ce forum. Donc je voulais remercier d'abord la région pour son invitation à ce forum, saluer son implication, ça a été rappelé par Bénédicte Martin. La région a effectivement souhaité se saisir de la mission volontaire d'animation de la politique régionale de l'eau et elle a un véritable rôle en ce sens d'animation, de mobilisation des acteurs qui sont aujourd'hui des missions indispensables pour faire face aux défis qui nous attendent dans le domaine de l'eau, face aux effets du changement climatique.
Et puis la région, ça fait de nombreuses années que nous collaborons ensemble étroitement. Nous avons un accord cadre qui acte ce partenariat, qui nous permet de coordonner, de mettre en synergie toutes nos actions sur toutes les dimensions de l'eau, le petit cycle, le grand cycle, mais aussi la gouvernance, la protection de la biodiversité, la protection de la mer. Donc notre objectif, c'est bien sûr de contribuer tous ensemble d'abord à l'atteinte des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est une de notre priorités avec les services de l'État. L'Agora, d'ailleurs, animée par la région, avait contribué à ce dernier schéma directeur qui a été validé en 2022. Et pour rappel, le SDAGE pointe 2 priorités particulières sur notre région, qui sont la question centrale aujourd'hui de la quantité d'eau, la gestion quantitative de l'eau, mais aussi la question de l'impact sur les milieux naturels. Et je voulais en profiter pour rappeler qu'on ne peut pas parler de gestion quantitative sans parler aujourd'hui de restauration du fonctionnement des milieux naturels, des cours d'eau, des zones humides, puisque pour avoir de l'eau pour les besoins humains, il faut que cette eau retourne dans son cycle naturel, soit stockée quand elle tombe. Et ce sera la seule façon de pouvoir avoir l'eau disponible dont on a besoin pour nos usages. Ce SDAGE, il insiste aussi sur les questions de gouvernance. Ça a été dit aussi par Bénédicte Martin. Il est indispensable, encore plus aujourd'hui, que nous travaillons tous ensemble. Alors, c'est l'ADN de la politique de l'eau, hein, le multipartenariat. L'ensemble des usagers sont mobilisés et vous en êtes aujourd'hui le reflet dans cette assemblée, mais c'est vraiment un axe sur lequel il faut qu'on contribue pour faire face aux défis qui nous attendent et aux tensions qui sont souvent à l'œuvre quand on commence à avoir des difficultés d'accès à la ressource en eau. Et pour éviter ces tensions, pour y faire face, il faut qu'on soit groupés et qu'on intervienne tous ensemble. C'est un axe important qui a été rappelé par le plan eau, présenté donc par le président de la République dans notre région au début du printemps. Et en parallèle donc, de ce plan eau qui sera un peu plus détaillé par Marie-Françoise tout à l'heure, nous, l'Agence de l'eau, préparons avec les services de l'État le plan de bassin d'adaptation au changement climatique, le PBACC. C'est la révision du plan de bassin de 2014, donc une dizaine d'années après, pour permettre d'outiller les territoires pour faire face à ces enjeux, définir sous-bassin versant par sous-bassin versant quelles sont les difficultés auxquelles on va faire face en termes de sécheresse des sols, en termes de gestion quantitative, en termes de non-infiltration, donc comment refavoriser cette infiltration. Et donc c'est un outil qui se veut pratique, qui sera largement diffusé à compter du début d'année prochaine, puisqu'il devrait être validé en fin d'année. C'est vraiment un outil qui donne des axes d'action et qui donne des solutions pour faire face à ces enjeux de l'eau. Avec évidemment un axe prioritaire qui est la question de la sobriété, ça a été rappelé aussi. Si on veut être moins dépendant d'une ressource qui devient de plus en plus rare, eh bien, il faut d'abord nous re-questionner sur nos usages. Et on a vu que les sécheresses qu'on vit là, depuis l'année dernière montrent qu'on peut le faire à moindre coût pour nos habitudes, j'allais dire. Hein. On constate des baisses de consommation qui finalement ne nous impactent pas vraiment dans notre quotidien. Donc c'est tout à fait faisable, au-delà des solutions liées évidemment au rendement des réseaux, aux économies d'eau dans le monde agricole, à éventuellement la réutilisation des eaux usées sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est un plan qui se veut vraiment intervenir sur tous les axes, la sobriété, la restauration des milieux naturels, l'infiltration de l'eau dans les sols ou des solutions de substitution comme la réutilisation. Alors bien sûr, l'Agence de l'eau est présente sur ces sujets. Donc on vous accompagne financièrement sur la région à hauteur d'environ 100 millions d'euros par an dans notre 11e programme. Donc on continuera à le faire jusqu'à fin 2024. On a notre 12e programme aujourd'hui en préparation qui débutera en 2025. On n'en a pas encore le contenu. Alors je sais que c'est parfois compliqué à comprendre, notamment pour certains élus, mais les élus ici présents ou les membres de notre conseil d'administration et du comité de bassin le savent. C'est un processus de concertation où on remet tout à plat. Et tant que tout n'est pas validé, eh bien on ne sait pas quelles seront nos conditions d'aide. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, les enjeux du changement climatique, de la sobriété, de la gestion de la ressource, de la restauration des milieux naturels seront au cœur du 12e programme et qu'on continuera à intervenir sur ces questions-là. Et donc, je vous donne rendez-vous le 12 avril prochain. Vous pouvez déjà le noter pour notre commission géographique qui permettra de se projeter sur ce 12e programme de l'Agence de l'eau avec les nombreux défis à relever. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame Nièvre. On continue avec vous, Marie-Françoise Bazergue, donc pour la DREAL. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci à la région de nous faire contribuer. On est des partenaires habituels de tous les jours, donc quand on fait un petit peu la fête, c'est bien. On est tous réunis autour de cette problématique de la gestion de l'eau, à la fois sur, comme le disait Annick, le quantitatif et le qualitatif. Il ne faut pas oublier ces deux volets. Et donc moi, je vais, comme les deux précédentes ont déjà dit beaucoup de choses, donc je vais peut-être me focaliser sur des mots que vous entendez aujourd'hui, avec la planification écologique, le plan eau. Tout ça pour dire qu'en ce moment, voilà, il y a une certaine animation sur ce sujet, de manière à ce qu'on arrive à faire un certain nombre d'actions, peut-être plus rapidement qu'on ne le fait, actuellement, c'est un peu d'accélérer, puisque le changement climatique, on parle de 2030, 2050, mais on a bien vu qu'il commence déjà à faire, on note déjà ses effets. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'y prenne assez vite pour qu'on arrive à gérer ces situations un petit peu compliquées. D'autant plus que, par exemple, on est dans une région qui est très attractive et on a une population qui ne cesse d'augmenter. Donc, ça va pas changer. Donc, ça veut dire des nouveaux habitants, etc., dit que des besoins tout service, mais aussi donc au niveau de l'eau. Donc, ça veut dire qu'avant de se dire, bon, ben voilà, j'ai de la ressource et puis je vais voir comment je peux optimiser tout ça au mieux. Comme le disait Annick, elle a dit aussi Bénédicte, c'est déjà d'être un peu dans une logique de sobriété hydrique, comme on a fait, c'était pas l'hiver dernier, celui d'avant, la sobriété énergétique, qui avait bien fonctionné d'ailleurs. Mais bon, là, il y a la facture d'électricité qui devait aussi mobiliser les gens. Et donc, on a ce sujet de sobriété hydrique à avoir bien en tête. Ça ne veut pas dire que voilà, on arrête des activités, qu'on ne peut plus les faire, mais les faire autrement et adapter aussi un certain nombre de pratiques pour que voilà, on puisse avoir toujours des activités qui tiennent la route, y compris au niveau économique, avec ce dont nous disposons. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais appeler la pluie, on peut amener le didgeridoo, mais bon, je ne suis pas sûre que ça soit si efficace que ça. Et donc, les enjeux sur cette planification écologique, donc, ça a été discuté d'abord un peu au niveau national pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on mettait dans tous ces concepts pour qu'on fasse ce qu'on appelle notre transition écologique. Ça prend l'énergie, mais ça prend aussi l'eau fait partie aussi de ce sujet-là. Et parmi les sujets, le sujet de la gestion de l'eau est arrivé assez vite. Puisque c'était dès septembre 2022, c'était la première ministre qui avait annoncé, lancé un petit peu cette réflexion, voilà, et en a découlé donc le plan eau qui, comme on l'a rappelé, Bénédicte l'a rappelé, Annick aussi, a été quand même institué, mis en communication à Savines-le-Lac par le président de la République, c'était en mars 2023. Alors la région n'avait pas été choisie par hasard, c'est parce que voilà, on a quand même dans cette région toujours eu un peu des difficultés et on a essayé toujours de s'organiser pour avoir cette disponibilité en eau avec voilà depuis des temps immémoriaux pour avoir un petit peu ce qui peut permettre d'avoir des activités toujours sur ces milieux-là. Et donc, voilà, donc c'était le fait qu'on a de la carence en eau, mais le fait aussi que voilà, on a su un peu s'organiser sur tout un certain nombre de sujets. Je ne vais pas rappeler ce qu'a détaillé Bénédicte, notamment sur le système Durance-Verdon. Et donc, l'idée, c'était ensuite d'avoir dans ces actions du plan eau pour travailler très concrètement. Alors, pour avoir une déclinaison régionale de la planification écologique, il y a ce qu'on appelle des COP. Et la première, là aussi, vous voyez, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été la première pour le tour du ministre pour annoncer et faire avancer un petit peu ce sujet, puisque c'était pas plus tard que lundi, où il y a eu, je pense que certains d'entre vous devaient y être, et sur le fait que voilà, d'avoir un petit peu officiellement
ces sujets. Donc, elle était présidée, donc il y avait le préfet de région et puis le président du conseil régional, donc toujours là pour montrer, et l'agence de l'eau qui était aussi, enfin tout le monde y était, enfin tous les acteurs, on va dire, pour avoir ces actions qui sont en global. Moi, j'ai noté aussi qu'il y a eu 2022, dans chaque département, il y a eu les assises de l'eau. Alors, j'ai participé à certaines et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait été mobilisé sur ces assises de l'eau dans chaque département et avec voilà, des idées d'opérationnalité sur un certain nombre de sujets. Donc, tous les départements ne se ressemblent pas. Donc, effectivement, il y a des actions qui vont être différentes selon les départements. Mais ce dont on se rend compte, c'est que tout ça, ça correspond aussi à ce qu'il y a dans le plan eau. Parce que le plan eau, ce n'est pas pour faire exactement la même chose partout, c'est pour aussi faire un certain nombre d'actions qui sont au quotidien intéressantes sur le sujet. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue que ça, juste pour redire que, encore une fois, l'État, que ce soit au niveau départemental, régional, etc., est à vos côtés avec les autres partenaires pour qu'on essaie de concrétiser un petit peu tous ces sujets. Et alors, le Forum de l'eau, ça fait partie intégrante un petit peu de cette animation mouvance. Déjà, on a mis 2 sujets qui sont autour des tables rondes qui sont dans ce plan eau. Et donc, voilà, on en discutera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, voilà, je ne serai pas plus longue. Et puis, je pense que maintenant, il faut qu'on passe aux travaux pratiques. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir introduit cette matinée et posé le contexte. On vous libère et on vous retrouve tout à l'heure, comme vous l'avez dit, plus tard dans la matinée sur la séquence REUT. Alors, je ne vais pas vous redétailler le programme parce que finalement, Madame Martin l'a fait bien mieux que moi. Donc, vous avez compris qu'on aurait une première séquence sur le tourisme et une deuxième sur la REUT. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout simplement avec notre séquence tourisme. Vous allez voir, le programme est très intense et rythmé, mais on va réussir à tout faire rentrer dans la matinée. Donc, la thématique va s'afficher sous vos yeux. Tourisme et sobriété de l'eau, pas de vacances pour préserver la ressource. Alors, on l'a dit, évidemment, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est, comme chacun le sait, très concernée par les conséquences du réchauffement climatique. Et la région méditerranéenne va être, dans les prochaines années, encore plus soumise, en première ligne, face à ces épisodes de sécheresse. L'été 2022, vous l'avez rappelé, nous en a donné une illustration très concrète, malheureusement. Aucun secteur ne peut et ne va ignorer la question de l'eau, pas même celui du tourisme, qui est un moteur, comme vous l'avez dit, de l'économie régionale. Alors, comment accompagner les professionnels vers un tourisme plus durable en matière de consommation d'eau? Comment gérer l'afflux de visiteurs estivaux sans mettre à mal la ressource? Et comment faire passer ces messages de sobriété des usages? Les professionnels du secteur qu'on va entendre s'emparent de cette question. Je vous indique juste qu'il y aura des temps d'échange, des temps de questions-réponses avec le public. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Il y aura des temps dédiés et la parole vous sera donnée. Alors, pour discuter de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène, pas sur scène, mais en visio toujours, Bénédicte Martin, on l'a dit, vice-présidente de la région. Julien Auré, responsable du pôle communication et ingénierie au comité régional du tourisme. S'il est avec nous, bienvenue, monsieur Auré. Donc du tourisme, comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Karine Viciana, directrice de la maison régionale de l'eau, Laure Reynaud, coordinatrice tourisme durable pour les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Simon Vescovi, psychologue social chez NF Études. Merci beaucoup à tous les 4 d'être avec nous. Donc on va redonner la parole à Bénédicte Martin pour la région pour poser encore une fois le sujet, encore mieux que moi, sur cette question du tourisme. Merci, rebonjour et bonjour aux intervenants pour cette première table ronde. Donc, dans les propos introductifs, je rappelais l'importance de la filière touristique dans l'économie régionale, avec 30 millions de nuitées et 13% du PIB et de nombreux emplois induits par ce secteur d'activité. La région, dans le cadre de son plan climat COP d'avance, fait en sorte que toutes ces politiques publiques soient marquées par la volonté d'une transition écologique de notre économie régionale. Et évidemment, le tourisme en fait pleinement partie au vu des éléments évoqués. Donc, nous avons mené un travail avec le comité régional de tourisme. On a un schéma régional de tourisme et de loisirs pour la période 2023-2028 qui a été élaboré en partenariat avec le CRT, le Comité régional de tourisme, les 6 départements qui composent la région, leur agence de développement
touristique et d'attractivité, les branches professionnelles, la Fédération régionale des offices et les parcs naturels régionaux qui sont des partenaires forts. Donc, ce schéma fixe le cap pour faire de la région une région de développement touristique durable et résiliente. Et nous accompagnons les professionnels du secteur du tourisme et de l'hébergement, de la restauration ou les gestionnaires de sites touristiques à travers des dispositifs régionaux votés par l'Assemblée plénière. Alors, juste pour illustrer, nous accompagnons les investissements qui concernent entre autres la modernisation des hébergements, toujours avec ce fil rouge du plan climat qui inclut évidemment l'économie et la gestion sobre de la ressource en eau. Donc, nous aidons au financement d'équipements hydro-économes, de dispositifs de gestion des eaux et pluviales, mais aussi la meilleure mise en tourisme des sites par une gestion des flux, et notamment où la question de l'eau est centrale et prise en compte. Qu'il s'agisse de parkings perméables, de la récupération des eaux pluviales, des toilettes sèches ou la mise en défense pour la protection des rivières et la création de belvédères. Pour accompagner la réalisation de ces investissements, la région met en œuvre également les professionnels du tourisme et les prestataires porteurs de solutions environnementales, je le disais, comme la phytoépuration, la filtration en eau, les déshydrateurs de biodéchets, les douches anti-gaspillage, les parkings, etc. En parallèle de ces dispositifs, la région accompagne les entreprises du secteur touristique à obtenir des labels et des certificats environnementaux. Ainsi, elle accompagne depuis plusieurs années les parcs pour la valorisation à travers Valeur Parc pour les parcs naturels régionaux et l'Esprit Parc pour les parcs naturels nationaux. Début 2023, la région a passé un partenariat avec l'association Terragir, présente avec nous aujourd'hui, qui gère le label Clé Verte. Et ce label Clé Verte dans la région devrait atteindre une centaine d'hébergements d'ici la fin de l'année, donc soit une forte augmentation que l'on souhaite voir se poursuivre. Concernant les territoires de montagne, via la démarche Espace Valais appuyée sur la convention interrégionale du massif des Alpes et notre contrat de station 2030 porté par la région, nous proposons un accompagnement des territoires vers une offre touristique innovante, diversifiée et 4 saisons, parce qu'évidemment, certaines de ces stations connaissent de moins en moins d'enneigement et nous devons les accompagner dans un développement 4 saisons qui prennent aussi la mesure du changement climatique. Pour l'ensemble de ces actions, nous travaillons en partenariat et je les ai citées, donc je ne reviendrai pas dessus, mais s'y ajoutent naturellement les chambres de commerce, l'agence de l'eau et les services de l'État. Plus de détails sur ces démarches vous seront fournis par les représentants de ces partenaires aujourd'hui. Je pense qu'ils profiteront à tous pour parler du futur forum régional du tourisme éco-responsable, donc l'écotourisme, qui se tiendra les 5 et 6 décembre prochains à Avignon. Spécifiquement sur la question de la préservation de la ressource, l'axe 4 du plan bleu, je vous en ai parlé tout à l'heure, vise à accentuer les efforts pour réduire fortement les surconsommations d'eau qui interviennent en période estivale, au moment où les tensions sur la ressource sont maximales. Après avoir conduit une campagne de sensibilisation du grand public durant l'été 2023, la région poursuit cet objectif en initiant avec le bureau NF Études un projet d'encouragement à la sobriété durant la période estivale. Grâce à l'apport des sciences comportementales, les professionnels et les acteurs du tourisme seront des interlocuteurs privilégiés pour amorcer ensemble cette démarche. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire pour poser le cadre d'intervention de la région en direction d'un tourisme dynamique mais responsable au vu des grands enjeux climatiques et de la raréfaction de la ressource en eau. Merci. Merci beaucoup, Madame Martin. Et vous avez annoncé plusieurs interlocuteurs qu'on va entendre. Donc, c'est parfait. Vous restez avec nous à distance, mais pour tout à l'heure, la session de questions du public éventuellement. Donc, Julien Auré, nous nous tournons vers vous. Au niveau du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, comment est prise en compte cette question de l'eau? Vous aussi, vous allez nous faire votre présentation. Bonjour à toutes et tous, déjà pour commencer. Quelques points importants à rappeler déjà, c'est le poids économique du tourisme régional. On est sur un secteur quand même économique majeur. On a 124 000 emplois salariés, 29 000 non salariés directs, donc directement liés à l'économie. Je ne compte pas là-dedans les emplois indirects et induits. Ça représente à peu près 9% de la totalité des emplois en région.
Autre point qui est assez important, c'est la consommation touristique directe. Elle est évaluée annuellement à 16,8 milliards d'euros. Ça, c'est des données très récentes puisqu'elles sont issues de notre dernière enquête clientèle qui permet de dresser en fait, le profil des visiteurs qui viennent sur le territoire et avoir des données assez fines sur la manière dont ils consomment, que ce soit leurs dépenses liées à l'hébergement, au transport, aux activités, mais également les achats de biens durables qui font des souvenirs, tout simplement. Voilà. Cette consommation touristique, elle représente une hausse de 19% par rapport à 2010. C'est assez considérable. Et si on prend le chiffre d'affaires global du secteur, c'est-à-dire qu'on inclut notamment dedans les chiffres d'affaires, par exemple, des agences de voyage qui envoient des personnes à l'étranger, on estime qu'il est de 21 milliards d'euros, donc le chiffre d'affaires lié à l'activité touristique. On n'oublie pas aussi toutes les entreprises qui sont liées au secteur du tourisme. Donc on a 25 000 TPE et PME. Et puis d'autres points qui sont assez importants. Tout à l'heure, Bénédicte Martin là, en a parlé. Donc on a 36,6 millions de séjours qui sont réalisés dans la région. Un autre point qu'il faut souligner, c'est que sur ces séjours, on en a un petit peu moins d'un tiers qui émanent des clientèles étrangères. Ces clientèles qu'on considère comme étant des clientèles à haute valeur ajoutée, puisqu'elles représentent quand même la moitié des recettes touristiques. Donc voilà, beaucoup de dépenses de ces clientèles-là en local. Puis enfin, un point qui est assez important, puisqu'on va le voir tout à l'heure par rapport à la pression sur la ressource en eau, il y a 75% des séjours qui ont lieu en dehors du cœur de la saison estivale. Voilà les points que je voulais dire dans cette partie économique. Un autre point qui est important, toujours issu de la fameuse enquête clientèle dont je vous parlais, c'est que l'eau, c'est un facteur d'attractivité touristique majeur. Là, vous avez, donc, dans le cadre de l'enquête clientèle, on leur pose la question sur les activités pratiquées. On a deux éléments qui ressortent assez distinctement sur l'eau et qui sont dans les 5 activités majeures. C'est tout ce qui est lié aux plages, aux baignades, mais également les activités directes sur l'eau ou en rivière, enfin en mer ou en rivière. Ça fait partie du top 5 des activités les plus pratiquées. Donc pour nous, forcément, c'est quelque chose d'assez important quand entre guillemets, on vend la région au niveau touristique. On ne peut pas non plus nier, quand on travaille dans le secteur du tourisme, que le tourisme accentue la pression sur la consommation d'eau. Vous avez ici un graphe qui illustre les flux quotidiens, en fait les nuitées touristiques quotidiennes dans la région. Donc là, c'est sur l'année 2022. Et vous voyez les pics de fréquentation. C'est des données qui sont issues du dispositif Fluvision, qui est un dispositif qui s'appuie sur la récupération des données mobiles, qu'on fait avec Orange notamment. Et vous voyez bien les pics de fréquentation. Le plus haut pic que vous voyez sur ce graphe-là est lié au 15 août, en fait. Et puis vous voyez les ponts régulièrement où il y a des pointes. C'est important de le souligner parce que forcément, ça accentue la pression aussi indirectement et directement sur la consommation d'eau. Mais on ne peut pas avoir cette approche, mais malheureusement, je n'ai pas de chiffres à vous donner. On ne peut pas avoir cette approche-là sans nier non plus qu'une bonne partie de nos habitants partent aussi de la région et séjournent ailleurs tout au long de l'année. Donc il faut pouvoir, si on veut avoir une approche assez fine, pouvoir aussi soustraire ces populations. Alors, on n'a pas les données puisque nous, on est plutôt sur du réceptif, on n'est pas sur de l'émissif au niveau du comité régional de tourisme. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Tout ça, ça pose une question, c'est qu'en fait, on a très peu de données aujourd'hui sur l'impact du tourisme sur l'eau. Néanmoins, je vous ai mis, alors je ne vais pas commenter du tout les chiffres que vous avez à l'écran, mais c'est pour vraiment illustrer justement ce manque de données. Là, c'est une des rares études qui a été menée au niveau international pour connaître les impacts directs et indirects du tourisme sur l'eau. Voilà, c'est une étude qui a été internationale, qui a été menée en 2012, comme je disais. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée, on ne la récupère pas au niveau du CRT. Néanmoins, il y a des choses qui nous laissent à penser que ça va évoluer, déjà parce qu'au niveau national, il y a beaucoup de réflexions pour récupérer un peu plus d'indicateurs dans une logique de durabilité, et notamment sur l'eau. Je pense aussi que la loi climat et résilience, qui va imposer l'affichage environnemental dans les structures d'hébergement touristique, va progressivement nous imposer d'aller collecter cette donnée-là. Donc on va dire qu'on va, je pense, vers le mieux pour pouvoir mesurer un peu plus directement l'impact du secteur touristique sur l'eau. Enfin, je ne peux pas évoquer cette question des relations entre l'eau et le secteur du tourisme
sans parler de l'électrochoc qui a été pour nous l'été 2022, pour le secteur en tout cas. On a eu plusieurs électrochocs sur une logique durable, on va dire globale. Le premier, c'était plutôt ce qui était lié au déconfinement, avec, et je pense que Laure peut en témoigner aussi au niveau des PNR, où on a eu un afflux de visiteurs sur les espaces naturels protégés. Les gens avaient été quand même confinés pendant pas mal de temps, ils ont eu envie de grands espaces. Et puis l'autre électrochoc majeur qu'on a subi au niveau global, au niveau régional, c'est le manque d'eau de l'année dernière et de cette année. Et là, vous avez une illustration avec une vidéo de Brut qui illustre bien ce qui s'est passé dans les gorges du Verdon. Donc ces électrochocs, ils ont été majeurs pour nous parce qu'ils nous incitent et ils accélèrent en fait notre engagement pour un tourisme plus responsable. Et là, je ne vais pas citer toutes les initiatives parce qu'on va y venir ce matin, mais et puis Bénédicte Martin les a bien rappelées tout à l'heure, précédemment. Bien sûr, le soutien à l'hébergement touristique de la région avec de l'éco-conditionnalité des aides, des formations qui sont organisées, Laure y reviendra tout à l'heure, notamment sur les économies d'eau pour les professionnels du tourisme, la campagne de communication qu'on mène au niveau du CRT avec nos partenaires pour encourager un tourisme responsable en s'appuyant sur une offre qui garantit quelque part la promesse client à ce niveau-là. Et puis d'autres initiatives, le kit éco-geste de l'ADEME qu'on a diffusé dans les structures d'hébergement avec un volet économie d'eau. Et puis, j'y reviens pas puisque ça a été annoncé tout à l'heure, le forum régional du tourisme responsable et de l'écotourisme qu'on organise la semaine prochaine. Merci beaucoup. On a vu effectivement les enjeux et les fameux électrochocs de l'été 2022. Merci beaucoup Karine Viciana pour la Maison régionale de l'eau. Vous allez compléter. On va voir les impacts de tout ce tourisme-là sur l'eau. Présentez-nous vos travaux. Merci tout d'abord de nous donner la parole dans ce forum régional de l'eau en tant que centre de ressources scientifiques. Nous allons partager quelques réflexions avec vous. Et 5 minutes, c'est court, donc désolé des raccourcis et allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment ce rappel, on en a parlé, qui est important, à la fois de regarder la courbe en haut, ici présentée par Julien, et la réalité au niveau de nos territoires concernant les débits, concernant les rivières. Donc vous avez ici les débits de l'Argence. Bénédicte Martin a parlé de ce cours d'eau qui est vraiment un cours d'eau typique méditerranéen qui traverse le département du Var. Et comme tout cours d'eau typique méditerranéen, il a une période d'étiage majeur, vous le voyez, sur la période estivale, alors que la ressource en eau est la plus faible. Et on voit ici donc la dichotomie clairement illustrée entre la disponibilité de la ressource et les besoins en eau, notamment pour l'activité touristique. Plus préoccupant, c'est ce que l'on a vécu en année 2022, ici sur l'histogramme en orange. Donc cette sécheresse qui a fait qu'on a eu des débits extrêmement bas et sévères. Les prévisions aujourd'hui faites par les experts du changement climatique nous indiquent que cette année dite exceptionnelle sera de plus en plus fréquente dans l'avenir. Et si on regarde ici donc l'Observatoire national des étiages, quand vous regardez ces points rouges marquent les arrêts d'écoulement que l'on a eu ici à la période de juillet 2022, très visiblement en orange également des écoulements absents, tout du moins visuellement, et on voit que la situation donc est très critique concernant nos ressources en eau superficielles. Ici, une image caractéristique d'un lieu fortement attractif en centre-Var, à savoir le Vallon des Carmes. Et quand on regarde à quoi ressemble le Vallon des Carmes cette année, mais aussi l'année dernière, on s'aperçoit qu'effectivement, cette photo-là risque d'être bientôt la normalité. Alors aujourd'hui, parlons concrètement de quels sont les enjeux de rentrer dans une économie d'eau, parce que s'engager dès aujourd'hui dans une économie d'eau, ça a du sens et ça nous impose d'agir vite. Tout d'abord, la résilience de notre région face au changement climatique.
la résilience de nos territoires, de nos cadres de vie, la résilience de nos paysages et de nos activités économiques, où le tourisme a sans conteste un rôle important à jouer en proposant réellement une offre touristique adaptée au contexte méditerranéen. Faire des économies d'eau, c'est d'abord diminuer les prélèvements pour laisser sa part d'eau aux rivières et également aux nappes souterraines qui soutiennent les étiages, c'est-à-dire les écoulements superficiels, indispensables à la vie aquatique. Notre région, comme l'a rappelé Bénédicte Martin, est un hotspot de biodiversité et à l'heure d'un effondrement massif de nos communautés animales et végétales, nous avons le devoir aujourd'hui de repenser un partage équitable de l'eau avec les écosystèmes aquatiques. Il en va de l'équilibre entre le vivant et l'homme. S'engager aussi, là, troisièmement, dans des économies d'eau et de plus un acte de solidarité pour une meilleure répartition, certes, entre tous les usages, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'hydroélectricité, mais également un acte de solidarité entre les territoires et notamment la solidarité aval-amont à faire vivre. Le développement du tourisme, notamment en zone littorale, n'a été possible et reste encore possible aujourd'hui que grâce au transfert d'eau depuis les territoires alpins. Ces mêmes territoires ont développé leurs propres économies touristiques essentielles pour eux autour des grands réservoirs tels que Serponçon sur la Durance ou Sainte-Croix sur le Verdon, on vient d'avoir des images. Toute économie d'eau sur le littoral permet de limiter ces transferts et favorise le maintien d'une côte touristique capitale à la pérennité du tourisme estival sur ces secteurs. Encore une fois, la vidéo l'a bien montré. Concrètement, la sobriété s'impose bien sûr partout, dans tous les secteurs, et le secteur touristique ne peut y déroger. Agir vite est une évidence, mais agir bien suppose vraiment une réflexion concertée entre tous les acteurs territoriaux, car sans l'adhésion de chacun et l'adhésion de tous, les défis risquent d'être assez compliqués à relever. Les prévisions annoncent des sécheresses à venir qui vont être à la fois plus récurrentes, plus précoces dans l'année et plus intenses. Tout le monde doit se sentir concerné et s'adapter pour un usage responsable de l'eau. Nous sommes à l'heure des choix et posons ensemble ces questions. Doit-on continuer à proposer des activités aquatiques en rivière quand les débits sont au plus bas et que la biodiversité peine déjà à trouver des espaces en eau suffisamment oxygénés? Plus polémique certains sujets, mais il va falloir en parler et en débattre collectivement. Quelle réponse apporter aux douches de plage quand certaines communes les ont retirées pour anticiper, d'autres les ont fermées pour respecter les arrêtés sécheresse, d'autres encore, à quelques kilomètres, les ont laissées couler avec ou sans dérogation. Certes, tous les territoires ne sont pas égaux vis-à-vis de la ressource en eau. Certains sont mieux pourvus que d'autres. Certains sont sécurisés par des transferts d'eau. Mais ne peut-on aujourd'hui envisager une réflexion collective pour une cohérence territoriale dans les messages d'économie d'eau? Cette cohérence est primordiale pour l'adhésion de tous à la sobriété. Autre question encore, où les sciences comportementales pourront sûrement nous aider. Comment faire adhérer les touristes à une culture méditerranéenne de l'eau dans un laps de temps très court où les contraintes en temps de vacances ont du mal à être socialement acceptées? Ces réponses sont à débattre, bien sûr, collectivement pour engager des actions pérennes dans l'intérêt général, pour ce bien commun et le maintien des équilibres écologiques. Des solutions existent dans tous les secteurs. Beaucoup de professionnels du tourisme s'y sont déjà engagés, mais aujourd'hui, il est nécessaire d'aller plus vite et plus loin. Les changements climatiques nous obligent tous à la responsabilité. Et c'est ensemble, avec la mobilisation de tous les acteurs, que nous y parviendrons. Merci. On a bien entendu le message. Merci beaucoup, Karine Viciana. Alors, on a pris déjà un petit peu de retard, mais on continue. On prendra un petit peu de temps sur les questions. Je suis désolée. C'est à vous, Laure Reynaud, au sein des parcs naturels régionaux de Provence, Alpes, Côte d'Azur. Concrètement, sur le terrain, tout ça donne quoi? Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Donc concrètement, effectivement, sur le terrain,
Alors, pardon, je me suis trompée de bouton, excusez-moi. Alors, le vert pour avancer. Voilà, c'est logique. Donc, juste quelques mots sur notre action au sein des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, 9 territoires, 9 parcs naturels régionaux engagés en partenariat avec la région et un projet qui dure depuis plus de 10 ans désormais pour, Bénédicte Martin l'a rappelé, travailler sur le tourisme durable dans les territoires. Donc, ce qu'on fait, vous voyez, voilà les axes majeurs d'action: qualification, structuration, accompagnement et valorisation de l'offre. Et on anime un réseau de 320 entreprises aujourd'hui qui portent la marque Valeurs Parc Naturel Régional et qui s'engagent dans la durabilité. Donc, on a une structuration un peu particulière puisqu'on a une animation mutualisée à l'échelle des 9 parcs, ce qui nous permet d'agir de manière plus efficace, on l'espère en tout cas, voilà, auprès de ces professionnels. Donc, au cœur de l'action, il y a l'accompagnement des professionnels pour les aider à engager le changement climatique et la transformation de leurs offres. Et notamment plusieurs actions que je vais vous détailler. Donc, on l'a évoqué déjà. Donc, ce qui nous semble important, nous, vis-à-vis des professionnels qu'on anime, c'est de les aider à mieux comprendre les enjeux actuels du secteur du tourisme pour mieux agir. Donc, on a mis en place un certain nombre de formations ces dernières années. Et depuis 2019, ces formations, elles ne sont pas uniquement réservées aux professionnels des parcs, mais elles sont destinées à l'ensemble des professionnels en région pour essayer d'engager l'ensemble des acteurs dans ces démarches. Donc, évidemment, en 2023, on a choisi la thématique de l'eau. Julien l'a rappelé, suite au choc de 2022 et la sécheresse, il était évident qu'il fallait qu'on apporte des éléments de compréhension à nos professionnels. Donc, on a fait un webinaire en partenariat avec ma collègue de droite qui est intervenue et le GREC Sud. Donc, c'était en mai dernier. Et puis aussi des éclairages sur les actions déjà mises en place par les professionnels. Et puis, sont en cours actuellement des journées de formation de terrain pour les pros qui le souhaitent, pour là vraiment mettre en place et comprendre comment agir concrètement au sein de leurs établissements, avec un focus sur les actions à mettre en place à l'intérieur du bâti et également sur les espaces verts. Voilà. Autre action que l'on mène également, c'est d'organiser des temps d'échange et de rencontres pour inspirer les professionnels du tourisme et leur donner à nouveau là des clés pour comprendre. Donc, ça a été annoncé par Bénédicte Martin, rappelé par Julien. Donc, la semaine prochaine, 5 et 6 décembre, se tiendra le forum du tourisme durable et de l'écotourisme en région. Et du coup, dans ce cadre-là, il y aura des parcours thématiques et l'un d'entre eux concernera la gestion durable des ressources avec une table ronde vraiment spécifique sur la question de la ressource en eau. Et le lendemain, le 6 au matin, on a organisé un workshop sur les écosolutions sur lequel seront présentes différentes entreprises. On a 50 entreprises qui ont répondu à notre invitation et de nombreuses présenteront vraiment des écosolutions destinées à mettre en place des actions pour mieux gérer la ressource, économiser l'eau, installer des toilettes sèches, des détecteurs de fuite, des minuteurs pour les douches, etc. Donc, une autre action qui nous tient beaucoup à cœur aussi et qui est peut-être la plus originale de ce que je vous présente aujourd'hui, et ça va sortir bientôt, ce sera d'ailleurs présenté la semaine prochaine pour le forum, c'est un parcours éco-solutions. On a appelé ça éco-solutions, je passe à l'action, pour essayer d'inciter les professionnels justement à pas juste s'informer, mais vraiment concrètement à mettre des choses en place dans leur structure. Donc c'est un parcours en ligne qui présente une vingtaine de fiches techniques et plus de 30 vidéos. Des vidéos de témoignages de pairs, de professionnels qui mettent des choses concrètes en place. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer les autres. Donc,
Donc voilà, je vous ai listé un petit peu les ressources sur l'eau, elles sont nombreuses. Voilà, et vous voyez les thématiques qui sont concernées. Merci. Voilà. Merci de votre concision. On sait que c'est un petit peu frustrant de faire court comme ça quand les enjeux sont si importants, mais ça crée du lien et les échanges peuvent se poursuivre tout à l'heure en marge de cette table ronde. Alors Simon Vescovi, nous tournons vers nous pour clôturer cette première séquence. Vous êtes psychologue social, vous travaillez sur les démarches d'accompagnement au changement, notamment avec les acteurs publics dans le domaine de l'eau. Présentez-nous vos recherches. Effectivement, bonjour à tous et à toutes, merci. On va mettre à jour. Effectivement, nous, on travaille donc sur les approches en sciences comportementales. Donc vraiment cet accompagnement au changement, aux pratiques et aux usages qui peut y avoir avec la région Sud, et ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a des démarches qui vont être lancées spécifiquement sur ce sujet qui va viser spécifiquement la question des publics touristiques et des événements aussi qui, à un moment donné, peuvent amener des publics touristiques sur des périodes très courtes, ça a été dit. Donc la question, c'est aussi comment est-ce qu'on va les chercher sur quelques jours, quelques semaines, et comment on arrive à faire évoluer tout ça. Pour préciser sur les démarches en sciences comportementales, l'idée de ces démarches, à l'origine, c'était bien de dire comment est-ce qu'on s'appuie sur le fonctionnement un peu du cerveau humain pour essayer de comprendre comment se prennent les décisions, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va adopter tel ou tel comportement, en jouant beaucoup sur ces aspects très automatiques du fonctionnement humain, en jouant un peu cette irrationalité qui fait que d'un seul coup, on va laisser le robinet ouvert et on va s'en aller, sans forcément se poser de questions, avec toutes les limites que ça représente, de jouer sur des automatismes, de jouer sur tout ce qu'on appelle ces biais cognitifs, avec tout un tas de démarches qui ont montré les limites, qui ont montré à la fois parfois le faible effet que ça peut avoir, qui en fait va toucher très peu de monde, ou un effet qui ne va pas durer, parce que le jour où ce qu'on a déployé disparaît, le comportement disparaît avec, mais aussi avec le risque des contre-effets. Et on l'a vu, il y a un certain nombre de démarches qui ont visé à déployer des choses, et ce n'est pas non seulement que ça n'a pas d'effet, c'est que c'est contre-productif, ça décourage des personnes d'économiser de l'eau, ça décourage des personnes de faire attention à l'eau, etc., etc. Et du coup, l'enjeu, c'est aussi de se dire comment on va un petit peu au-delà de ça, tout ce qu'on appelait les démarches un peu type nudge, pendant un temps, la plus connue est sûrement celle qui vous parle, qui est cette mouche dans l'urinoir à l'aéroport pour que les hommes urinent correctement, pour aller vers des choses qui prennent davantage en compte la question de l'humain dans son rapport à un territoire, à la ressource, et du coup qui travaillent aussi des choses un peu plus en profondeur, qui touche au-delà de l'aspect très comportemental, qui va venir aussi toucher des choses qui relèvent des représentations. Qu'est-ce que c'est l'eau ? Qu'est-ce que c'est l'eau dans la région sud ? Vous l'avez vu, il y a des exemples, on représente toujours l'eau avec une couleur bleue, qui est belle, etc. Ça renvoie à un certain imaginaire, c'est peut-être pas l'imaginaire auquel il faudrait qu'on renvoie, parce que l'eau prend aussi d'autres formes, qu'elle soit dans la nature ou dans la ville, etc. Donc c'est aussi comment on travaille ces aspects-là et comment on essaye du coup de proposer à la fois de nouvelles représentations, mais qu'on travaille aussi du coup la question des capacités. Il y a toutes les solutions qui vont aider parce qu'on va effectivement déployer des kits, on va donner des outils un peu techniques aux personnes pour pouvoir économiser de l'eau ou qui sont mis à disposition dans des sites touristiques. Mais c'est aussi la question de comment les gens se sentent capables de se l'approprier, se sentent capables de l'utiliser et d'effectivement changer leur comportement et d'être attentifs à ces aspects-là. Et toutes ces dimensions cognitives, psychologiques, etc., c'est des choses qu'on peut activer de façon très concrète dans des démarches. Et là, vous avez quelques exemples de démarches qu'on a eu l'occasion de mener sur les sujets de l'eau avec d'autres acteurs, pas forcément sur la question touristique, mais je pense que ça illustre bien ces approches-là. Ce que vous avez sur la gauche de l'écran, qui est la question de comment on peut aussi penser, par exemple, des documents d'information à destination d'agriculteurs pour faire exister le sujet de la qualité de l'eau, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la quantité, mais c'est aussi la qualité, en travaillant un nouveau rapport au territoire, en faisant comprendre où est l'eau sur le territoire, comment elle circule, en faisant du coup aussi prendre conscience que chacun a un rôle à jouer dans la préservation de la ressource. C'est pas simplement les autres qui doivent faire attention, c'est aussi moi, ou des choses comme en haut à droite, qui sont plutôt qui jouent sur des approches comportementales, mais plutôt dans une idée de développement des capacités, où on propose des scénarios, on propose des nouvelles façons de faire pour changer de façon un peu plus globale les pratiques. En l'occurrence, c'était pour économiser l'eau dans la douche, par exemple, et de donner du sens et de jouer, ça a été dit, je pense que c'est important, sur les aspects collectifs. Ça ne pourra pas rester individuel.
avec tous les risques que ça représentera aussi de générer des conflits, des formes d'appropriation ou d'acceptabilité qui ne sont pas les bonnes. Donc de comment on va aussi vers des démarches un peu plus collectives. Et puis le dernier exemple, rapidement, c'est une démarche qui avait été faite avec l'agence de l'eau sur la question de la désimperméabilisation des sols. Et ces approches-là, c'est aussi comment on ajuste l'information. On le disait, il y a des choses qui peuvent être contre-productives. Ça veut aussi dire qu'on a des sensibilités différentes vis-à-vis des sujets de l'eau. On n'est pas tous, il y en a qui se posent pas du tout la question d'économiser l'eau, il y en a qui sont très engagés, etc. Et on sait que pas parler correctement à ces personnes-là, ça peut être contre-productif. Donc c'est aussi comment on construit des outils qui permettent d'ajuster cette information. Donc, en l'occurrence, c'était sur un site internet ou une application mobile, et avec 2-3 questions, on établit une sorte de profil un petit peu psychologique. Et en face de ça, on pousse des informations qui sont adaptées au niveau de sensibilité, au niveau où en sont les gens dans leur implication, dans leurs engagements, etc., pour maximiser l'efficacité des dispositifs. Donc voilà, donc l'idée, ça va être d'essayer de mobiliser tout ça dans une démarche qui va démarrer là, dans les semaines qui arrivent sur la région sud, sur les publics touristiques. Merci beaucoup. On voit bien le vaste champ d'action qui s'ouvre à nous avec ces sciences comportementales. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes dans cette première séquence pour prendre des questions du public, s'il y en a, et si vous le souhaitez, par rapport à l'intervention plus large de Madame Martin ou du CRT, de la Maison régionale de l'eau, ou encore des premiers acteurs. Est-ce qu'il y a des premières questions ? Je vois une main, non, qui se lève, non. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'avec la région... Madame Mièvre. Il y a un micro qui arrive vers vous. Et il y a une dame derrière vous. Alors, le micro lui est parvenu en premier. Donc, pardon. Allez-y, on vous écoute, madame. Oui. Merci. Madame Mayen, directrice de l'agriculture, de l'eau et de la forêt au département des Alpes-de-Provence. Je voulais juste témoigner par rapport à ce qui a été dit sur le retour d'expérience de la sécheresse qu'on a connue en 2022. Donc c'est vrai que pour notre département, le tourisme, c'est une activité importante et qu'on a fait les frais d'une sécheresse historique. Mais paradoxalement, les chiffres du tourisme sont bons sur l'année 2022 et ils sont tout aussi bons pour, a priori, l'année 2023. On attend le rapport des définitifs. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour accueillir des touristes, il nous faut aussi de l'eau dans nos collectivités. Et on avait organisé des assises de l'eau en 2022 qu'on a rééditées cette année. On vient de les faire il y a 10 jours. Et pour donner des éléments de contexte sur notre département, c'est que pour accueillir les touristes, on a quand même des collectivités qui manquent réellement d'eau. Et on a, par exemple, 2 tiers des communes de notre département qui ont moins de 500 habitants et qui doivent faire face à des travaux colossaux en matière de sécurisation pour les réseaux d'eau potable. Donc c'est vrai qu'il y a une priorité qui est donnée, il faut maintenir l'activité touristique, mais on a surtout un enjeu prioritaire, c'est de sécuriser l'eau potable sur notre département. Surtout que, vous l'avez dit vous-même dans la présentation, a priori, la fréquentation se fait aussi hors période d'été. L'été où malheureusement, et même si on a des ouvrages qui nous ont permis d'amener, je pense au Grand Barrage, Serponçon et Sainte-Croix, des touristes sur notre département, malgré tout, ce que nous ont dit aussi les professionnels quand on a fait nos assises départementales de l'eau en 2022, c'est comment les alerter suffisamment tôt. Alors pas par les messages catastrophiques qu'on a pu avoir de la presse nationale en 2022, mais comment on travaille tous ensemble à accompagner l'adaptation du tourisme à des années qui malheureusement vont être récurrentes sur les problématiques de l'eau. Merci beaucoup pour cette intervention qui vient compléter plus qu'une question. Bénédicte Martin, et juste sur la sécurisation et l'accès à l'eau potable, je vous invite à rester et à revenir demain parce qu'on a justement une table ronde sur ce sujet dans le cadre du Salon Cyclo demain matin. Donc je fais un peu de la promo pour la suite aussi. Madame Martin, on vous écoute. Oui, en écho à l'intervention de Béatrice Mayen, simplement rappeler aussi que la région accompagne l'adaptation des installations aquatiques, sur notamment les lacs, à travers des aménagements de pontons qui permettent de maintenir une activité touristique quand la côte est à la baisse. Il y a un travail également qui est mené sur le Verdon avec le parc naturel régional du Verdon et la Société du Canal de Provence. Je pense qu'ils sont dans la salle et qu'éventuellement ils peuvent intervenir. Donc on a aussi ce travail d'adaptation pour permettre le maintien d'activité. Et dire également ce que dit Béatrice Mayen, qu'il faut qu'on se méfie aussi à ne pas alimenter les messages catastrophiques sur l'état de nos ressources, parce qu'en réalité, ces ressources stockées permettent
Je le rappelle, en dessous de la côte touristique, ça permet des transferts d'eau qui permettent de moins prélever dans les ressources locales, et je pense notamment à l'Argens. Donc, le transfert d'eau des grandes retenues en été, quand on en a besoin, permet aussi de préserver les milieux aquatiques des rivières. Donc, ça, attention, il y a un équilibre et un curseur à placer entre les différents usages et le maintien aussi du bon état de nos rivières et de nos cours d'eau en prélevant moins grâce à ces grandes infrastructures de transfert. Merci à vous, Madame Martin. Est-ce que, Madame Mièvre, vous vouliez assez rapidement, ou il y avait une autre question? Je n'ai pas vu tout le monde. Alors, on va être... je vois que les mains se lèvent. On est ravis, mais on est contraints. Donc, s'il vous plaît, allez-y, là, juste là. Voilà, signalez-vous. Bonjour, Claude Bertolino, directrice de l'établissement public foncier. C'est une question qui n'a rien à voir avec mon métier, mais sur le littoral, il y a des ports. Et les ports ont beaucoup de nautisme et il y a de l'eau de rinçage qui est souvent potable. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? J'entends beaucoup de branchements électriques sur les ports, mais est-ce que sur l'eau, il y a une démarche? Alors, est-ce qu'il y a une réponse de votre côté? Sinon, tout à l'heure, on aura aussi d'autres exemples pratiques sur des démarches qui ont pu être mises en place. Si quelqu'un veut répondre maintenant, il n'y a pas forcément d'éléments. Maison régionale de l'eau non plus. Alors, peut-être que tout à l'heure, il y aura des réponses. Annick Mièvre. Alors, je ne vais pas répondre directement à la question, mais déjà, pour réagir sur ce qu'a dit Béatrice Mayen, ça pose le sujet que j'ai oublié d'évoquer en introduction aussi, de l'aménagement en général. C'est-à-dire que l'eau n'était pas un sujet pris en compte dans les politiques d'aménagement, dans la planification. Il faut aujourd'hui que ça le devienne, et le tourisme est un des usages, j'allais dire, d'une collectivité comme une autre, comme l'activité de ses habitants réguliers, comme ses activités économiques, etc. Donc il faut aussi que cette notion de l'accueil des touristes soit prise en compte quand on planifie ces aménagements, et effectivement de se dire, est-ce que d'abord j'ai assez d'eau pour le faire? Est-ce que j'ai des milieux à préserver sur lesquels je ne vais pas installer d'installations touristiques, etc. Donc c'est un sujet qui doit maintenant être pris en compte dans toutes les politiques d'aménagement. Je voulais aussi dire que sur l'aspect sciences comportementales et mobilisation du citoyen, nous on lance des appels à projets annuels sur ces aspects-là. On devrait pouvoir aider plus largement au 12e programme sans appel à projet. Donc c'est aussi des choses effectivement qu'on accompagne pour contribuer à passer au changement. Et puis peut-être pour répondre un tout petit peu à Claude, le fait que ce soit de l'eau potable ou pas, j'allais dire, c'est pas tellement la question. L'eau potable, ça coûte plus cher. Bon, c'est dommage, il y a de l'énergie pour la traiter, mais c'est la même eau initialement. En fait, la question généralement, c'est effectivement à quoi utilisons-nous cette eau? Et la question du lavage des bateaux est une question à se poser aussi. Effectivement, doit-on laver son bateau tous les jours en été? Doit-il être rutilant comme ses voitures? Donc ça repose la question de l'usage de l'eau que je citais en introduction. Avant même de savoir quelle eau. Je vais être très embêtante. Je vais clôturer ce premier temps de questions-réponses parce que je sais que nous en avons encore un autre tout à l'heure et que peut-être que des éléments de réponse viendront lors des prochaines interventions et qu'on aura toujours le temps de les prendre tout à l'heure. Donc merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu présent. Je vous libère et n'hésitez pas à rester dans la salle si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour les questions tout à l'heure. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette séquence sur le tourisme. Nous allons recueillir des témoignages plus concret encore de terrain, donc peut-être que d'autres réponses viendront. Nous accueillons sur scène Thierry Benot, responsable projet Antenne Sud à l'association Mountain Riders. Il est avec nous, merci. Pascal Bigot, responsable du bureau des congrès à l'Office de tourisme de Marseille. Bienvenue à vous. Nathalie Belbossan, qui est avec nous en visioconférence, donc à distance. Elle est directrice du pôle tourisme durable au sein de l'association Terragir, pour les labels Clé Verte et Pavillon Bleu. Je vois que tout ça vous fait réagir. Et Paul-Émile Robles, directeur du territoire golf de Saint-Tropez chez Veolia, avec Alexandre Baudringien, directeur des Prairies de la Mer. Merci d'être avec nous. On commence sans plus attendre avec vous, Thierry Benot. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous faites au sein de votre association Mountain Riders? Alors, on va vous donner... Hop. Excusez-moi, bonjour à tous. Tout d'abord, qui nous sommes rapidement? Nous sommes une association qui a 22 ans, avec 3 piliers d'animation et d'activité. Une association d'éducation à l'environnement autour de tous les publics, avec une philosophie qui est de sensibiliser sans moraliser. Et ça, c'est important sur les messages qu'on a entendus précédemment dans la communication positive, avec un pavé flocon vert que je vais
vous vous exposez juste après, et le programme que vous connaissez peut-être autour de Montagne Zéro Déchet, autour d'une charte qui engage les acteurs pour 2030 sur ce thème-là. Là, je reviens en arrière. Le flocon vert. Alors qu'est-ce que c'est ? Le flocon vert, c'est une occasion pour des parties prenantes des territoires d'accélérer la transition écologique. C'est une démarche labellisante, multicritères. C'est un métalabel autour d'une démarche de progrès, d'amélioration continue. Les objectifs, je vous laisse les consulter. Ils sont importants dans la transition, dans la participation aussi au grand public. Ça nous paraît juste essentiel aujourd'hui de co-construire, de faire participer tout le monde aux échanges, même si des fois c'est difficile. Et des étapes avec une collecte de données sur un cahier des charges, un audit indépendant et le passage des dossiers en comité de labellisation. Nous avons dans le cahier des charges 4 thématiques. La gouvernance, la résilience, ce n'est pas sur ces slides-là. Gouvernance, résilience, économie, dynamique culturelle et sociale, et un pavé sur la gestion de la ressource, l'objet de ma venue aujourd'hui. C'est donc, on parle de métalabel, on n'est pas que sur de l'environnemental, mais dans l'environnemental, il y a la gestion de la ressource, évidemment, avec, pour nous, en haut à droite, l'enjeu de la connaissance de cette ressource, de sa gestion, et pour rebondir à ce qu'on a entendu il y a quelques minutes sur les projets de développement, des programmes immobiliers, voire de domaines skiables, et d'appréhender la vulnérabilité de la ressource en eau, avec tout ça. Le flocon vert, nous avons 27 destinations en France qui ont été labellisées, dont 7 de niveau 2 flocons. Sur la petite carte en haut, excusez-moi, elle n'est pas très lisible, vous voyez donc Oron, Valberg, la Colmienne dans la démarche et le Val d'Alos également dans la démarche. Donc désolé, on devait avoir un témoignage aujourd'hui de Valberg, mais ça n'a pas pu se faire. Pour ces destinations-là, plutôt de très très bonnes évaluations dans la gestion de l'eau, Oron et Valberg. Ça c'est important. Avec sur Valberg un pavé sensibilisation des habitants et des touristes vraiment de haut niveau, et ça on tenait à le souligner. Voilà pour ces éléments-là. Pour le socle du critère eau, donc je vous reprécise donc la connaissance, les projets, la gestion de l'eau et surtout le cadre et les enjeux en dessous. La gestion des risques. Qu'est-ce qui se passe s'il arrive ça ? Donc se projeter dans le futur. On parle, et j'ai entendu également ces éléments, la quantité d'eau par la réduction, la qualité de l'eau, là aussi, le partage des usages et tout ce qui tourne autour de la gouvernance avec les schémas directeurs, les contrats rivières. Et puis tout ce que l'on connaît sur le côté technique, les rendements AEP, les steps, les débits réservés. Donc ça, ce sont les pierres angulaires de tout cela. Le retour d'expérience et de bonnes pratiques, je commence à quelque chose qui pour vous ne va pas ressembler à la gestion de l'eau. Sauf que le juste neige, c'est le juste production de neige de production, de volume de neige de production, et donc de juste consommation d'eau, avec quand même des idées de respecter évidemment la quantité d'eau prélevée, voire de la réduire. L'optimisation des équipements fait gagner, en gros, 20 à 30% de consommation d'eau dans les équipements pour la production. Qu'une destination se décide à ne pas augmenter son réseau de pistes avec de la neige de production, de proscrire l'acheminement de neige, voire de casser des glaciers, même si on en a très peu aujourd'hui dans la région sud, mais les images que vous avez vues en Suisse il y a quelques jours ont fait beaucoup bouger. Les retenues collinaires, là aussi, de se limiter à ce que l'on a déjà en équipement. Et puis, on parlait des vulnérabilités sur les projets immobiliers. On projette X lits dans les UTN. Ça donne quoi en termes de gestion de l'eau ? La régulation au moment critique. J'ai entendu tout à l'heure, on a vu les graphes sur les pics, vacances, sécheresse. Une petite action, là on est sur de l'hydroélectricité, mais faire turbiner de l'eau dans un réseau de canaux à neige, on produit de l'énergie. Donc il y a des petites pépites dans notre région, des vallées qui travaillent là-dessus. La qualité de l'eau, limiter l'usage du sel. Tout ce qui est autour des stations de phytoépuration selon les volumes. Avec une petite erreur là, on n'optimise pas les surverses vers le réseau potable, mais vers des bassins de rétention. Conserver les eaux de pluie quand on peut. Ça, c'est important. Détection des fuites, tout ça, c'est des choses qui existent. La promotion des éco-gestes. Et puis, des marges de progrès que l'on doit identifier, que l'on doit partager.
parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est la transparence qui prévaut. On doit toujours se poser systématiquement la question de l'eau. Et puis, c'est une question d'amélioration continue. Pour nous, c'est vraiment là-dessus que ça joue. Donc voilà pour Mountain Rider et notre label. Et nous sommes beaucoup sur le terrain, Pyrénées, région Sud, région Nord. Et il faut être autour d'un réseau associatif, un collectif, réseau inspirant, parce que les bonnes pratiques, elles vont se pêcher à droite à gauche. Il faut les partager. Et voilà, donc c'est ce que nous prenons. Et nous sommes partenaires des destinations. Donc voilà pour Mountain Rider. Merci beaucoup Thierry Benoît, un travail de terrain qu'on imagine vraiment indispensable. On va poursuivre avec vous Pascal Bigot et Nathalie Belbossan donc en visioconférence. Vous allez nous parler des actions sur le territoire de Marseille. La parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais avancer. Ah. Bon, c'est pas grave. Ah, ça marche, ça va non, venir. C'est pas voilà, grave. ça, parce qu'on voyait Madame Belbossan. Mais ça y est, les images apparaissent. Alors, moi, je m'occupe du bureau des congrès d'Aix-Marseille-Provence. Et je vais vous raconter un peu comment le tourisme d'affaires peut contribuer à modifier une destination. En 2017, on a reçu le cahier des charges pour l'accueil du Congrès mondial de la nature, qui est un congrès qui a lieu tous les 4 ans, qui rassemble 10 000 personnes sur 9 jours, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est très gros. D'habitude, un congrès, c'est d'abord beaucoup moins de personnes et sur beaucoup moins de jours. Donc là, c'était quand même un gros événement, mais ça a lieu tous les 4 ans. C'est porté par un pays. Donc la France a décidé de se porter candidate pour l'accueil de ce congrès. Alors, l'accueil d'un congrès, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Hein. On monte une candidature et puis on est d'abord contre certaines villes françaises et puis après, on est contre d'autres pays. Donc, on reçoit le cahier des charges. 50 pages de cahier des charges, je peux vous dire que c'est déjà, rien que de lire le cahier des charges, il y avait beaucoup de choses. Mais entre autres, parmi les nombreux critères qui sont comment on vient dans la destination, comment on peut accueillir, est-ce qu'on a les infrastructures pour accueillir cet événement, on nous demandait que le Palais des Congrès ou le Parc Expo qui accueillait l'événement soit labellisé ISO 2121. Et on nous demandait également de laisser un héritage au Congrès. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va proposer comme héritage ? Et on s'est dit qu'on allait s'engager à inciter les hôteliers à obtenir le label Clé Verte, de manière à ce qu'on s'était engagé sur 40% du parc hôtelier soit labellisé Clé Verte pour les Jeux Olympiques de 2024. Hop. Alors, en 2018, on a appris que Marseille avait gagné la candidature. Ça devait être pour 2020, mais 2020 Covid, donc on a été un petit peu bousculé. Néanmoins, en 2019, le Parc Chano s'est engagé dans sa labellisation ISO 2121. Et on a passé une convention avec Terragir. La ville de Marseille a mis 50 000 euros d'investissement pour aider les hôteliers. Ça finançait une partie du premier audit et un coaching pour les hôteliers pour les aider à obtenir ce label. Nous, en tant qu'Office de tourisme, en 2021, on s'est engagé également pour être labellisé ISO 2121. Et on s'est également lancé dans le GDS Index. Alors, GDS Index, c'est un classement des villes mondiales pour leur engagement en matière de RSE. La première ville, d'ailleurs, c'est Göteborg, en Suède, qui y est depuis de nombreuses années. Donc, la première année, on n'a pas eu une très bonne note. On a eu 50% au niveau de l'engagement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait des points en raison des hôtels du groupe Accor qui avaient leur propre label. Le label... j'ai oublié le nom.
Planète 21. En fait, ils avaient leur Planète 21. Et Planète 21, en fait, ils s'auto-auditaient. Bon, évidemment, ça n'a pas le même impact. Donc, tous les hôtels du groupe Accor, en fait, ne pouvaient pas rentrer dans les hébergements labellisés pour le GDS Index. Donc, on a un peu fait le forcing avec le groupe Accor qui a accepté de lancer un test sur Marseille et aider leurs hôteliers à obtenir ce label Clé Verte. Et écoutez, ça a porté vraiment ses fruits parce qu'on s'est retrouvé à avoir le pourcentage d'hôtels labellisés le plus fort en France, puisqu'on a 30% du parc hôtelier qui est labellisé contre 3% à Paris. Donc les efforts ont été considérables. Alors maintenant, je vais laisser Nathalie parler de ce qui touche à l'eau plus particulièrement. Et des résultats de des cette résultats. démarche. Voilà. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci Pascal. Vous m'entendez correctement? Tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, enchantée, Nathalie Belbossan. Je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Terre Agir, donc qui déploie notamment le label Clé Verte, mais également le label Pavillon Bleu dans le domaine du tourisme durable. Alors le label Clé Verte aujourd'hui, c'est le premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants dans le monde. Peut-être qu'on peut mettre le slide d'après. Il est présent dans 60 pays sur plus de 4400 sites et en France, on est le premier pays en termes de labellisés avec plus de 1000 hébergements touristiques et restaurants labellisés. Nous, on travaille sur à peu près 120 critères pour chaque typologie d'hébergement touristique et de restaurants qui ont des référentiels adaptés, avec 7 grandes thématiques. Et donc, vous pouvez voir en lien avec le thème de la conférence d'aujourd'hui qu'une des thématiques est spécifiquement dédiée à la gestion de l'eau, où on va travailler notamment sur 2 axes, la non-pollution de la ressource en eau, sa qualité globalement, et la maîtrise des consommations. Alors, sur la qualité de l'eau, on va travailler sur la thématique de la gestion des intrants, les produits d'entretien utilisés, les graisses, les déchets notamment qui peuvent aboutir dans l'eau, sur la gestion des eaux usées également. Alors, je suis sur le slide précédent pour l'instant. Sur la gestion des eaux usées également. Et on va travailler notamment aussi sur la maîtrise des consommations. Donc sur la maîtrise des consommations, on va aborder la réduction du débit des robinets, des douches, des chasses d'eau, sur les types d'équipements électroménagers qui sont utilisés pour s'assurer qu'ils sont performants sur la dimension énergétique, mais aussi sur la consommation d'eau. Sur la détection des fuites, qui est un axe qui est vraiment très important, sur l'utilisation de récupérateurs d'eau de pluie, sur l'arrosage raisonné. Donc, on a tout un panel de critères, en fait, dont la plupart sont impératifs, quelques-uns sont conseillés, pour lesquels on demande aux établissements de mettre en place des actions très concrètes afin qu'ils puissent tout simplement obtenir le label Clé Verte. On va travailler aussi beaucoup sur la formation du personnel. Pour nous, c'est prioritaire que chacun sache dans son poste, quelles sont les actions qu'il doit mener pour limiter la consommation en eau. Et on va travailler sur la sensibilisation de la clientèle. Et je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit précédemment sur le fait qu'il faut le faire de la bonne manière. Il ne faut pas culpabiliser, il faut vraiment donner envie de participer à l'effort global de sobriété. Pour aider les hébergements touristiques, là on peut passer au slide suivant, on propose une approche très très opérationnelle. En fait, on a un certain nombre de ressources qui ont été développées. L'idée, c'est de dire concrètement, qu'est-ce que je fais si je veux réduire le débit des douches? Comment est-ce que je peux récupérer l'eau de la piscine pour arroser mes espaces verts? Comment je peux réutiliser l'eau de pluie dans les toilettes? Avec systématiquement aussi le témoignage de professionnels, parce qu'il n'y a rien de tel pour encourager quelqu'un à agir, de lui montrer que ses pairs le font, qu'ils ont réussi à le faire, en fait, que ce n'est pas insurmontable. Donc voilà en fait la façon dont on travaille vraiment spécifiquement sur la thématique eau. Alors en termes de résultats, ce qui s'est passé à Marseille était très intéressant. On passe à la slide suivante. On avait 4 hôtels labellisés en 2019. En 2024, on en aura au moins 35. Je ne peux pas encore me prononcer exactement parce qu'on a encore des jurys de recours qui vont advenir bientôt. Ces établissements labellisés, ils représentent à peu près aujourd'hui 45 millions de litres d'eau économisés pour la collectivité. Vous voyez le graphique. Alors, comment on aboutit à ce calcul? En fait, si on se base sur un certain nombre d'études, il y a des chiffres qui ont été montrés tout à l'heure qui parlaient de 350 litres d'eau par nuitée. Nous, on s'appuie sur une étude de l'UMI,
qui indique qu'il y aurait 300 litres d'eau consommés par nuitée touristique en France. Les critères du label Clé Verte permettent d'économiser en moyenne 50 litres d'eau par nuitée. Alors c'est une moyenne en fonction de la mise en œuvre de nos différents critères, mais c'est une moyenne qui est quand même assez fiable. Et l'autre chose aussi qui est importante en termes de résultats sur cette expérimentation marseillaise, c'est que finalement, ce qui a été mis en place sur un territoire a donné beaucoup de retombées parce qu'il a motivé d'autres à agir. Donc, au départ, on avait un partenariat uniquement avec la ville de Marseille, puis il s'est étendu en 2022 avec Provence Tourisme, donc sur tout le département. Et à partir de 2023, on a signé une convention avec toute la région sud pour mobiliser massivement les hébergements touristiques. On a eu un très haut taux de candidature cette année sur la région sud, donc on annoncera le palmarès en janvier 2024. Donc ça, déjà, c'est vraiment des résultats très positifs. On estime qu'il y aura à peu près 320 millions de litres d'eau qui seront économisés pour la région sud en 2024. Et puis l'expérimentation avec le groupe Accor, qui finalement était un test local, a permis d'aboutir finalement à un accord mondial entre Clé Verte Green Key et le groupe Accor. Et on a des milliers d'établissements Accor qui aujourd'hui s'engagent dans la labellisation et donc dans la mise en œuvre de toutes nos préconisations en termes de critères sur l'eau. Merci beaucoup Nathalie Belbossan. Voilà, la force de l'exemple, très efficace. Je signale juste, parce qu'on voit beaucoup de slides passer, on ne peut pas tout voir, tout lire. Sachez qu'il y a une captation vidéo de cette conférence qui est faite. Donc dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo, vous pourrez tout retrouver, les interventions et aussi les slides. Donc si vous voulez vous replonger là-dedans un petit peu plus précisément, vous le pourrez dans quelques jours. Merci mesdames. Nous venons vers vous, Paul-Émile Robles. Vous êtes directeur du territoire golf de Saint-Tropez chez Veolia et vous êtes avec Alexandre Baudringien, j'espère que je prononce bien, directeur des Prairies de la Mer. Donc vous avez mené une action conjointe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela tous les deux? Je vous invite à prendre le micro. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc je m'occupe effectivement du territoire golf de Saint-Tropez pour Veolia. Nous produisons et distribuons l'eau potable sur les 12 communes que constitue la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Et c'est la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez qui exerce la compétence eau. Alors, le golfe de Saint-Tropez, c'est un territoire éminemment touristique. Il est constitué de communes de renommée nationale, voire internationale. Saint-Tropez, bien sûr, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, il y a aussi Sainte-Maxime, il y a Ramatuelle, des communes comme Grimaud et encore Cavalère-sur-Mer. Donc voilà des noms bien connus. Comme vous pouvez le voir sur la courbe de gauche, cette courbe illustre les volumes consommés sur le territoire au cours de ces dernières années. Et vous voyez donc quel est un bon reflet finalement de la fréquentation touristique du territoire. On voit très bien le flux printanier et estival et le reflux automnal des visiteurs. Sur notre territoire, les consommations sont multipliées par 5 entre la période la plus faible et la plus haute. Un territoire qui fait 60 000 habitants permanents et qui peut monter au cours de l'été à 350 voire 400 000 habitants au plus fort de la saison. Un autre point qui mérite d'être signalé, il est illustré sur le graphique de droite, c'est en fait la capacité de production que vous voyez à travers cet exemple qui illustre la capacité de production de l'usine principale du territoire, donc dont la capacité est de 60 000 mètres cubes par jour. C'est le trait horizontal orange sur la courbe. Et puis vous voyez donc ce focus sur la période qui va de mai à septembre. Vous voyez les productions qui ont été celles qu'on a connues au cours des années 2022 et 2023. Et vous voyez que sur la période critique qui va à partir du 20 juillet jusqu'au 15 août, eh bien, la production excède la capacité nominale de pas beaucoup, mais elle montre en tout cas à quel point, comme ça a d'ailleurs été déjà dit sous forme de slogan par d'autres intervenants, c'est sans doute encore plus vrai sur le territoire du golfe de Saint-Tropez, dans cette période critique, chaque goutte compte.
Et donc, c'est la raison pour laquelle l'enjeu pour la communauté de communes, c'est de réduire autant que faire se peut l'empreinte touristique en eau. Et la communauté de communes a donc décidé de lancer avec notre concours un projet pilote, un projet pilote. Et pour lancer ce projet pilote, nous nous sommes fait accompagner par le professeur Joule. Alors, le professeur Joule, c'est un spécialiste de psychologie comportementale. Il a dirigé pendant pas mal d'années le laboratoire de psychologie sociale de l'Université de Marseille. Et donc, on s'est inspiré des principes qu'il a développés, de ce qu'il appelle la communication engageante, pour mener ce projet. Alors, on l'a mené dans une résidence hôtelière de plein air du golfe de Saint-Tropez. Et on a donc mis en œuvre une démarche qui s'inspirait donc de ces fameux principes de communication engageante. Et puis, on a en fait mesuré quel était l'impact de la démarche. L'objectif du projet, c'était d'étudier si et sous quelles conditions il était effectivement possible de réduire la consommation d'eau des touristes en agissant sur leur comportement. Alors, comment les choses se sont passées? On s'est adressé donc à des vacanciers qui résidaient dans des bungalows. Donc dans une résidence de plein air de standing. Donc on avait les populations étaient plutôt des populations de catégories socio-professionnelles de niveau relativement élevé, des personnes aisées, essentiellement des Européens du Nord et aussi des Français. Et en fait, nous avons équipé un certain nombre de bungalows de compteurs télérelevés, donc de compteurs individuels. Chaque bungalow avait son compteur. On a fait l'expérience sur une 60aine de bungalows. Et donc, on a en fait comparé les consommations des bungalows qui hébergeaient des familles auprès desquelles on avait procédé à une communication engageante aux consommations des bungalows qui hébergeaient des familles auprès desquelles on n'avait pas communiqué. Avec les mêmes typologies de familles, j'imagine. Avec les mêmes types de familles. Alors absolument, avec des personnes. Ce projet, sous la conduite du professeur Joule, a été mené sous la forme et en respectant les conditions d'une véritable expérience scientifique, pour que les résultats qu'on obtienne puissent être probants, avérés, tout à fait incontestables, si vous voulez. Donc une partie de ces bungalows, c'était la condition expérimentale, une partie de ces bungalows, c'était la condition témoin. Et pour mener l'expérimentation en termes de moyens, donc on a recruté pour la saison estivale donc, des éco-ambassadeurs qu'on a préalablement formés donc, aux méthodes de la communication engageante, donc, qui ont été théorisées par le professeur Joule. Et donc, on a été auprès des touristes pendant l'été, et on s'est aussi doté de kits et d'outils de communication, mais je vais laisser Alexandre en parler plus longuement. Et nous donner peut-être les résultats, parce qu'on a Tout à hâte fait. de savoir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis le directeur des Prairies de la Mer. Pour vous situer un petit peu, l'hôtel de plein air où il est situé, c'est à côté de la cité lacustre, donc dans le golfe de la Saint-Tropez, comme l'a très justement dit ce monsieur. Donc pour mettre en place cette opération, bien évidemment, la corrélation avec les équipes Veolia était importante. Il y a eu pas mal de réunions en amont qui ont été projetées et mises en place, puisqu'on parle bien sûr d'ambassadeurs au sein des clients, mais les premiers ambassadeurs, vous le savez tous, c'est bien évidemment le personnel, et donc il fallait aussi former ce personnel à cette opération. Donc le kit de communication était assez simple, vous le voyez sur la gauche de votre écran, en concertation avec les équipes Veolia, donc il y avait 3 accessoires principaux dans le kit, qui était le verre d'eau pour le brossage des dents. Il y avait également l'écho d'eau, qui est un seau assez important, qui permettait à nos clients de pouvoir rincer leur maillot de bain au retour de la plage. Et puis également un sablier mis à disposition dans les douches,
de manière à essayer, bien évidemment, d'avoir une durée de douche en corrélation avec ce que l'on voulait mettre en place. Ensuite, comme l'a dit très justement mon prédécesseur, ça concernait 54 lodges dans cette expérimentation. 27 lodges, bien évidemment, étaient mis en communication dès le lendemain matin de leur arrivée au petit déjeuner avec les équipes de Veolia qui allaient présenter le projet. Et suite à cela, il y avait un retour positif ou non. Je vous donnerai les chiffres juste après de nos clients. Et on leur mettait à disposition un bulletin d'engagement avec une communication avec les équipes Veolia. Les résultats de la participation écoutez, sont au rendez-vous puisque 96% des familles sollicitées sur les conditions d'expérimentation ont accepté d'écouter la mise en place et l'organisation de l'opération. Et le taux de conversion aussi est assez important puisqu'on a 64% de ces familles qui ont accepté d'y prendre part. Alors ce qu'il faut rappeler quand même, l'avantage que l'on a aux Prairies de la Mer, c'est que 85% de nos clients sont des familles. Et les meilleurs ambassadeurs, bien évidemment, de ce type d'opération sont les enfants, puisqu'il y avait tout un phénomène également de jeu mis en place par les équipes d'animation en corrélation avec l'opération. Les résultats de consommation, vous les voyez sur les différents graphiques. Donc, je rappelle que l'OP a démarré au mois d'août, en plein cœur de la saison, du 1er août au 31 août. Chaque personne sensibilisée a économisé 16,4 litres d'eau par jour en moyenne. Et sur l'ensemble de l'opération, donc des 54 lodges avec les compteurs mis en place, ça représente 15,1% de baisse de consommation au quotidien par lodge. Si on allait plus loin dans le futur, et ce qu'on espère par la suite, puisque les Prairies de la Mer, ça représente quand même 1050 lodges, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter, ce type d'opération avec une communication engageante par le biais de vacances imprenantes. Ça, c'est important dans le tourisme, d'essayer de mettre en place des vacances imprenantes avec nos clients. Sur le plan économique, écoutez, cette opération pourrait représenter 25 000 € d'économie par an. Ça représente à peu près 1,8 piscines olympiques de remplissage d'eau et 2 piscines de remplissage des Prairies de la Mer. Donc voilà les résultats de cette opération. Ce sont des chiffres qui parlent toujours et qui sont utiles. Donc merci beaucoup pour cette présentation. On va faire extrêmement rapidement. Je suis désolée, je suis embêtante avec mon timing, mais il y a encore une séquence qui nous attend. Est-ce qu'il y a une ou deux questions du public rapides sur ces présentations concrètes? Oui, monsieur, on vous donne la parole tout de suite. Une hôtesse vient vers vous. Je suis navrée de vous demander d'être concis, s'il vous plaît. Oui, merci. Yvan Kedel, je dirige le pôle Aquavalais, donc 250 entreprises, laboratoires de recherche dans le domaine de l'eau, dont une cinquantaine en région sud. Alors ma question va être à la fois sur les deux intervenants. Comment je fais quand je suis en montagne et que j'interviens sur 2 labels? Est-ce que je cumule les procédures de labels? Est-ce qu'on a des procédures qui sont convergentes sur les labels d'eau? Et en lien avec la 3e présentation, est-ce que vous êtes en lien avec les sujets de normalisation sur les mesures de l'empreinte eau, puisqu'il y a des travaux qui sont en cours au niveau de l'AFNOR. Aujourd'hui, on normalise un produit, on ne normalise pas encore un équipement, une installation, une usine, un territoire. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Merci, on vous remercie. Alors sur les labels, peut-être que j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Les labels les plus contraignants, peut-être, sont les plus intéressants. Qui veut répondre? Thierry Benoît ou Nathalie Belbossan? Je veux bien commencer. Je vais répondre déjà par votre deuxième question. Non, à ce jour, pour la normalisation, les équipements, etc. Donc, c'est à mettre à jour dans le cahier des charges ou dans nos cahiers des charges. Donc, ça, c'est révisé en fonction de nos associations. Et puis ensuite, 2 labels. Je pense que le label Clé Verte ou le label Flocon Vert va chercher les mêmes données. Donc la destination, lorsqu'elle va collecter les données avec nous, va aller voir tout ce qu'il y a autour des schémas, des contrats rivières, de tout ce qui est connaissance de l'eau, des objectifs de consommation, de réduction de consommation. Donc en fait, pour la destination, ça ne change rien, c'est la même donnée. Sauf que ça n'alimente pas les mêmes critères. Là, on est sur juste un hébergement. Nous, on parle donc de la commune, de la Comcom, de la station de ski. Donc c'est très très macro. Voilà. Donc on aura une entité et nous plutôt une zone.
Merci beaucoup. Nathalie Balbossan, vous vouliez ajouter quelque chose? Toujours à distance Oui, avec très nous. rapidement, Oui. ça va rejoindre cette réponse. C'est très difficile d'avoir une automatisation des validations de critères entre des labels parce que les labels ont chacun leurs propres enjeux et en plus évoluent constamment. Donc ça voudrait dire maintenir des bases de données qui se concertent en permanence. En revanche, effectivement, comme on vise le même objectif, finalement les actions sont mises en place et les données qu'on récupère ou les actions qu'on met en place permettent de valider les critères sur l'un des labels ou sur l'autre label. Merci pour cette réponse limpide. Est-ce qu'il y a une dernière infime question où on vous libère et on vous fait faire une micro-pause? Bon, je vais clôturer alors ce premier temps d'échange. Merci beaucoup à tous les 4-5 d'avoir été avec nous. On n'a pas pu tout dire, évidemment, mais nous avons un panorama intéressant et surtout un dialogue ouvert et des exemples et des retours d'expérience très riches. Dans quelques instants, ne partez pas très loin, on se retrouve pour la séquence sur la réutilisation des eaux usées traitées qui, j'en suis sûre, fera débattre aussi. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite et merci.